Bonjour, enfin rebonjour. On passe à la troisième table ronde de ce volet mobilité du Forum Zéro Carbone. Nous allons donc parler du MaaS. Est-ce que le MaaS est une solution enfin crédible? Alors, j'accueille dans cette table ronde Florence Level. Vous êtes directrice du département MaaS à RATP Smart System. Guillaume Crunel, vous êtes associé chez Deloitte en charge du département du futur de la mobilité. Madame Adina Yona Valéane, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Vous êtes commissaire européen au transport. Et nous avons en duplex Michel Lutz, qui est maire de Mulhouse. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Vous êtes là, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Madame Valéane, on va commencer avec vous. Le MaaS, c'est un nouveau concept. Alors, peut-être qu'on va définir rapidement ce que c'est que le MaaS. C'est une expérience numérique qui permet une mobilité multimodale d'un point A à un point B sans jamais quitter l'application. Est-ce que le MaaS, ça peut être une des solutions pour résoudre les questions de mobilité en Europe, de votre point de vue? Oui, merci pour la question, mesdames et messieurs. Premièrement, merci de m'avoir invité Merci d'être venu. ici aujourd'hui pour partager mes réflexions avec vous. Le concept de MaaS est encore, pour dire la vérité, relativement inconnu. En dehors de ce cercle comme le vôtre. Mais à mon avis, cela est sur le point de changer. Les citoyens européens veulent réduire leur propre empreinte environnementale et ils savent que changer leur façon de se déplacer est en façon d'y parvenir. Nos citoyens recherchent également la commodité et des moyens de gagner du temps. Et MaaS couche toutes ces cases est en réponse logique à nos engagements climatiques. En 2019, la Commission européenne a présenté un pacte vert pour l'Europe qui retire notre engagement à relever les défis climatiques et environnementaux. Cet engagement constitue une mission majeure de notre génération et dans le secteur du transport. L'objectif affiché est clair. Nous devons accélérer la transition vers une mobilité durable et intelligente. Les transports représentent actuellement un quart des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques de toute l'Union européenne, un quart. Ça, c'est immense. Et cette part ne cesse malheureusement d'augmenter. Oui. Tout ça, c'est vraiment grave. C'est pourquoi on me parle de toutes ces solutions qu'on peut penser et le MaaS, ça peut promouvoir. faire partie des solutions, le MaaS. Le MaaS, oui. Ça fait partie des solutions. Il fait partie de la solution parce que, comme j'ai dit, on ne connaît pas très bien et c'est pourquoi on doit promouvoir en plus. Et moi, chez la Commission européenne, nous, on pense de promouvoir à la fin de cette année et aussi pendant l'année suivante des règlements qui peuvent favoriser cette solution. Oui. Parce que les dates, data. Les données. Les données, très bien. Les données sont une richesse et c'est la clé qu'on peut utiliser Justement, mieux pour servir cette forme alternative. D'accord. Mais pour les données aussi, on doit penser vraiment bien parce qu'on ne veut pas d'avoir des contrôleurs d'accès. Oui. Alors, on doit très bien travailler sur l'aspect commercial de marché vers les données. On doit travailler sur la standardisation
parce que si on a vraiment de bons standards, ça sera un accès plus facile aux entreprises, plus petites, parce qu'on ne veut pas encourager seulement les D'accord. grands qui ont la puissance Il y a un risque de sur les traverser. données. Il y a un risque sur les données. On va en parler juste après. Moi, je voulais donner la parole à Michel Lutz, qui est maire de Mulhouse. Alors, Mulhouse, c'est la première ville en France à avoir mis en place un système MAS. C'était en 2018. Madame Lutz, si vous m'entendez. Actuellement, vous travaillez sur une version 2, une V2 de cette application. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier retour d'expérience sur ce premier projet ? J'ai cru comprendre que le bilan était assez mitigé, mais c'était peut-être un peu tôt. Oui, bien volontiers, merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai le plaisir d'intervenir en tant que maire de Mulhouse ce soir, mais également au nom de France Urbaine, puisque j'ai la chance de co-présider la commission économie des territoires. Alors c'est vrai que Mulhouse connaît la problématique de la plupart des grandes villes, et évidemment nous sommes tous confrontés à ce virage, je dirais, sur l'avenir des mobilités. Alors c'est vrai que toutes nos villes, la plupart des villes sont dimensionnées pour la voiture, construites pour l'usage de la voiture. Et c'est vrai que maintenant, il nous appartient de faire changer un peu ces mentalités. Alors, avant de vous parler un peu de l'expérience de Mulhouse, vous dire aussi dans quel état d'esprit nous sommes. Alors c'est vrai qu'en tant qu'élus de proximité, on est bien conscient qu'il faut arriver à faire évoluer les usages, les mentalités, comme je l'ai dit. Et bien sûr, pour moi, c'est une forme de progrès, mais un progrès qu'on ne peut pas réaliser en marche forcée. Alors, c'est vrai que ce MAS, et bien sûr, il y a des gains multiples, mais difficiles à évaluer jusqu'à présent. Et en tout cas, pour moi, c'est un outil, c'est à la fois un outil et c'est quelque chose qui est indispensable dans les prochaines années. Alors, vous l'avez dit, à Mulhouse, c'est l'agglomération qui a mis au point en 2018 le compte mobilité, ce que nous appelons le code mobilité. C'est une application qui permet une entrée unique, que ce soit par rapport à l'offre de transport, de la location de vélos, de voitures, d'accès au parking en ouvrage. Elle délivre également, comme l'a dit Madame précédemment, un tas d'informations sur la situation du réseau en temps réel. Alors oui, ce MAS, pour moi, présente un avantage pour tout le monde, que ce soit pour les usagers, quelques exemples, l'utilisation et les démarches qui sont simplifiées, les nombreuses informations concernant la disponibilité en parking, l'état du réseau, bien sûr aussi le transport, un meilleur contrôle des dépenses, il ne faut pas l'oublier, la collectivité aussi, et ça a été dit, nous avons accès à des données auxquelles nous n'aurions pas accès autrement, qui concernent les usagers, leurs habitudes au quotidien. Pour moi, c'est aussi une forme de communication directe entre l'usager et la collectivité. Et en ce sens, effectivement, pour moi, c'est indispensable. N'oublions pas l'environnement, Madame l'avait dit avant moi également. On réclame plus de transport doux. Et je crois que ce MAS est peut-être une réponse en la matière aussi. Alors, c'est vrai que l'expérience que nous avons faite à Mulhouse, pour l'instant, elle concerne à peu près 10 000 usagers. Alors, on est loin des chiffres que nous souhaiterions atteindre. Bien sûr, c'est déjà un départ encourageant, mais nous sommes conscients qu'il faut continuer à travailler. Alors, c'est vrai que nous sommes rentrés dans la phase 2 un petit peu de ce MAS, la version 2, avec l'ajout d'un calculateur intermodal en temps réel. Donc, nous espérons vraiment développer ce service-là. Et nous sommes également rentrés dans une expérimentation, et c'est un objectif que nous sommes fixés, autour de l'outil MOB, qui est piloté par le ministère des Transports et Capgemini, et qui permettra d'intégrer directement à notre application aussi toutes les aides financières auxquelles l'usager a droit. Et je pense que là, une fois de plus, en tant qu'élu de proximité, apprendre aussi aux usagers qu'ils peuvent faire des économies, qu'ils peuvent se déplacer autrement. Et il nous faut un outil, et cet outil, pour moi, c'est clairement le MAS. Alors, on sait aussi que cet outil doit être pratique, parce qu'on sait que le consommateur, dès qu'il doit faire 3 clics, nous le perdons déjà. Donc, charge à nous aussi de travailler dans ce modèle public-privé, puisque les collectivités ne peuvent pas tout avoir. Nous n'avons pas cette agilité qu'ont certains prestataires privés. Et bien entendu, pour moi, c'est le modèle de demain. On revient vers vous, Madame Lutz. Florence Level,
vous venez tout juste d'être nommée directrice du département masse à la RATP. Vous dirigez MAPI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la RATP, c'est un département qui n'existait pas, la RATP. La RATP croit de plus en plus au MAS. Alors effectivement, on peut dire que la RATP s'est engagée depuis longtemps dans le MAS. Si on considère que le MAS est probablement la conjonction de trois choses: l'information voyageur, Madame l'évoquait, avec des dimensions telles que, bien entendu, les informations en temps réel, le prix et l'empreinte carbone, mais aussi la capacité un peu plus poussée de réserver et de payer tout ça dans une seule et même application. Effectivement, il y a un an, quasiment jour pour jour, le groupe RATP a racheté MAPI et donc s'est engagé dans un projet qui vise en fait à développer plusieurs MAS. On a aujourd'hui au sein du groupe RATP 2 MAS à destination des utilisateurs. Le MAS Bonjour RATP, qui est l'application qui a été lancée en juin dernier et qui adresse plutôt les usagers des transports en commun en Île-de-France, qui peuvent aujourd'hui, dans cette même application, non seulement bien sûr avoir des informations sur les transports en commun en temps réel, mais aussi, bien entendu, acheter des tickets de transport et aussi maintenant, depuis le mois de juin, réserver un Vélib, réserver et payer une course en VTC Marseille et également en trottinette tir. Ça, c'est le premier MAS. Il y a un deuxième MAS qui est le MAS MAPI, qui est un MAS à destination des automobilistes et qui, lui, a plutôt vocation à permettre demain, justement, à ces automobilistes qui vont être, on va dire, de plus en plus confrontés, il faut bien dire les choses, à des réglementations qui vont rendre l'accès à des voitures de plus en plus complexes dans les centres-villes, qui va justement développer une solution permettant de mieux combiner les modes de transport et de leur permettre un accès facilité à ces villes. Et donc, on évoque à ce titre-là, effectivement, demain, le fait que sur ces différents modes sur des différentes cibles, en fait, on l'a évoqué tout à l'heure quand on parlait de démobilité, il est absolument indispensable de cibler derrière le terme un peu générique et un peu commun de l'acronyme MAS, en fait, quelles sont les cibles, quels sont les utilisateurs que l'on veut adresser et aussi quels sont les territoires que l'on adresse. Car un MAS en Île-de-France, à destination des usagers du transport en commun, n'aura pas nécessairement la même finalité, la même forme, on va dire, qu'un MAS à Mulhouse ou qu'un MAS à destination des automobilistes. Et le groupe RATP a vocation à adresser l'ensemble de ces sujets. Guillaume Crunel, vous travaillez aussi depuis très longtemps sur les questions de mobilité. Si on fait un premier bilan du MAS, est-ce qu'il est à la hauteur de ses promesses ? Je pense qu'il faut quand même reconnaître que par rapport aux promesses initiales, on est quand même toujours en deçà de ce qui a été promis. Ce qui est intéressant avec le MAS, c'est que finalement, à partir du moment où on a parlé un peu de nouvelles mobilités, on avait la vision prométhéenne du MAS, c'est-à-dire cette application qui intégrerait l'ensemble des mobilités, les rendrait intelligentes, les rendrait sans couture, vous permettrait un itinéraire facilité d'un point A à un point B en passant d'un mode de transport à un autre, avec à la fin plus d'intelligence, plus de gains de temps, probablement moins de coûts, et puis et évidemment moins d'empreintes environnementales. C'est une promesse extraordinaire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui au début promettait de faire moins cher, plus vite et plus environnemental. On parle de quelque chose qui a 5 ans dans l'esprit des gens. Donc je veux dire que si aujourd'hui on n'est pas encore au niveau attendu de service, et au-delà même du service d'usage, puisque dans les masses qui ont été développées en premier dans certaines capitales nordiques, aujourd'hui les taux d'utilisation sont entre 3 et 5%. Alors que ces populations-là engrangent une expérience beaucoup plus grande que la nôtre sur des cas d'usage, certes plus simples que ceux de nos capitales. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une problématique d'adoption qui est plus lente que prévu. Il faut mettre ça en perspective de ce qu'ont fait d'autres grandes plateformes. Quand on parle de masse, on parle d'une plateforme. Pensez au temps qu'il a fallu à Amazon pour arriver à ce niveau de service, d'efficacité. Je ne parle pas de l'empreinte environnementale. Mais sur le fond, il ne faut pas tirer sur le masse aujourd'hui parce que finalement, il n'atteindrait pas les objectifs initiaux. La dernière chose qui me semble importante, c'est que même si on travaille, même si on avance, il y a un problème de modèle économique. Un MAS, c'est une plateforme, donc c'est un marché biface. Il faut que ça ait des avantages à la fois pour les utilisateurs. C'est mieux pour moi d'utiliser une application que mon véhicule personnel, au cas des espèces. Mais il faut aussi que ça soit intéressant pour les prestataires de services, les actifs,
qui viennent alimenter le MaaS. Donc la RATP, les VTC, les trottinettes et tout. Donc tous ces gens-là doivent avoir intérêt là-dedans. Donc il y a un problème de masse critique et un problème de modèle économique. Et ça, je veux dire, on n'a pas encore totalement craqué le case, mais c'est pas si surprenant que ça. C'est quelque chose qui est relativement jeune encore. Ouais. Madame Valéane, bon, je sais que vous devez partir dans 10 minutes. Je voulais vous poser une question sur... Vous parliez des données, justement. Est-ce que le risque, ce n'est pas finalement que ce soit les GAFA qui s'approprient le MaaS, c'est les GAFA, avec leur puissance de calcul algorithmique, seraient capables de devenir les vrais acteurs du MaaS, les Google, les Amazon. Est-ce que c'est pas ça le risque? Comment est-ce que c'est un risque d'abord, et comment est-ce que l'Union européenne peut nous protéger contre ça? Non, écoute, j'ai déjà dit qu'on doit faire les choses d'une manière qu'on n'arrive pas avec des gardiens d'accès. C'est ce que j'ai dit. Hein? Et je pense que pour ça, les autorités doivent garder un peu le contrôle sur les données, sur ceux qui vendent les billets. Mais ça, c'est déjà, comment on dit ça, on doit garder ça dans quelqu'un dans sa tête, mais premièrement, on doit faire de façon que ça se développe. Même si on garde ça à l'arrière de nos pensées, mais on doit premièrement faire que tout ça se développe, parce que maintenant, pour faire, je ne sais pas, du point de vue du passager, si on pense de ce point de vue, chaque mode de transport fonctionne encore très isolé. Et si tu veux planifier ou acheter des billets pour des trajets multimodaux, par exemple, c'est souvent une tâche pénible. Alors, surtout pour les trajets transfrontaliers, je dirais, comme regarder par Bruxelles. Mais ça reste difficile. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler pour développer tout ça en gardant l'aspect du fait qu'on doit protéger ou faire transparent tout l'usage des données pour être sûr qu'on n'aura pas des grands gardiens de l'accès et qu'on permet aussi aux moyens et petites entreprises innovateurs de travailler dans ce domaine-là. Et ça, on peut faire ça. Oui. Et nous, on travaille à Bruxelles sur tous ces 3 trajets, standardisés, marché, incentive pour... Les subventions. Oui, comme ça, on rassure, j'espère. Très tôt, on mettra dans la discussion publique, dans la consultation publique aussi nos idées. Comme ça, tout le monde peut contribuer. Et j'espère que l'année prochaine, quand on promouvera tout ça, vous trouverez que c'est une bonne idée. On couvre toutes ces menaces, mais aussi on fait des bons incentives pour le développement de ce secteur qui est absolument nécessaire si on parle du pacte vert européen. Si on parle, et je vous ai entendu, moi je pense que les citoyens, en effet, ils attendent ça de nous. La population, le public, c'est déjà préparé. Il attend qu'on nous offre des services multimodaux, qu'on offre mobilité. Vous y croyez au MaaS? Vous, le MaaS, vous y croyez? Parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur ce modèle, que les gens adoptent, ce modèle bascule sur le modèle du MaaS, abandonne la voiture, mais pour le moment, c'est pas convaincant. Enfin, en tout cas, on voit bien que c'est pas...
l'exemple d'Helsinki, c'est l'exemple le plus parlant pour tout le monde, mais ça reste encore mineur. Et vous croyez que ça peut fonctionner? Oui, je pense que ça va fonctionner. Pensez au fait que notre conversation maintenant et pendant des autres défis comme la crise de Covid, l'isolation, les gens ne savent pas quoi faire. Je dois prendre mon voiture pour être plus sûr que je ne viens pas en contact avec quelqu'un. Je pense que peu à peu, avec toutes les mesures qui sont introduites par les autorités, les gens apprennent à se protéger et on va dépasser ces pensées. Je pense qu'à Paris en particulier, moi, quand je viens à Paris, je ne sens pas l'urgence d'avoir une voiture. Je suis vraiment sincère. Je ne sens pas ce besoin parce que le transport public, toutes les alternatives que j'ai, c'est déjà bien. Ouais. Et je pense que c'est ça que les gens sentent aussi. On doit faire de mieux pour les connexions avec les suburbes. Ouais. Comment on dit ça? La banlieue. Oui, merci, les banlieues. Les banlieues. Je sais que tout le système ferroviaire français, c'est très centralisé. Tout va à Paris. Oui. Alors, on doit faire... non, je vous propose, hein, c'est pas moi, mais je vais vous soutenir. Je vous propose qu'on doit faire de mieux pour connecter les banlieues pour éviter à centraliser tout. Oui. Mais tout ça, c'est naturel. Je sais que la mairie, que le gouvernement, le ministre des Transports que j'ai parlé aujourd'hui, ils ont des plans. On donne le soutien de la Commission européenne en termes d'argent, des plans pour soutenir tout ça, parce que ça vient très bien avec nos priorités qui sont pour le pacte vert européen. D'accord. Bon, Je vous remercie. une proposition d'un plan de mobilité à Paris en agglomération. Merci Madame Valéane, je crois qu'on doit vous libérer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite bonne mobilité à Paris. Demain, on aura quelque chose avec le RATP pour voir des projets que vous avez conçus pour la mobilité soutenable. Alors, il y a beaucoup de choses à Paris à voir. Absolument. Merci beaucoup et je m'excuse parce que j'ai Je vous en prie. Merci d'être venu jusqu'à nous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Madame Lutz, je voulais vous donner la parole. On a parlé donc du MAS. Qu'est-ce qui manque demain pour que le MAS devienne, selon votre vœu, la solution de mobilité à Mulhouse? Qu'est-ce qui manque selon vous pour que les usagers basculent? C'est une appropriation du sujet. Rappelons-nous, nous commençons sérieusement, nous élus, à parler de mobilité. Alors non pas que, je vous l'ai dit, dès 2018, l'agglomération s'est penchée sur la question des mobilités, du compte mobilité que nous avons mis en place. Mais rappelons-nous, il y a aussi eu un accélérateur qui est la crise Covid. Malheureusement, nous sommes de nouveau dans une nouvelle phase de Covid. Et rappelons-nous aussi, j'ai écouté un peu vos débats lors de la dernière table ronde, vous avez beaucoup parlé de la ville du quart d'heure. Oui. Et pour nous, la ville de quart d'heure, c'est aussi une réflexion qui s'est imposée au moment du confinement. Et je pense ce qui manque pour l'instant, c'est un peu de temps. Nous l'avons dit, et je l'ai dit, les résultats que nous avons ne sont pas concluants en tant que tels, mais ils sont surtout porteurs d'espoir. Parce que je pense que les gens ont besoin aussi de s'approprier des outils. Actuellement, tout le monde se sert d'applications, mais comprendre qu'il y a des applications qui peuvent résoudre plusieurs problèmes de mobilité en un, je crois que c'est quelque chose qui demandera encore un peu de temps, qui demandera aussi une forme de maturation, je dirais, de la réflexion, que ce soit chez les élus ou que ce soit chez les usagers. Mais je pense que le MAS est vraiment une solution. Je prends pour exemple souvent une ville dans laquelle je me rends souvent, qui est Berlin, en Allemagne, et c'est quelque chose qui fonctionne déjà bien.
parce qu'ils ont compris depuis très longtemps, mais on en revient aussi aux pays du Nord qui ont eu cette réflexion en termes de mobilité douce, entre autres, depuis des années. Berlin est une ville où on peut accéder à travers une application à tous les modes de transport. Mais je crois qu'il faut un peu de temps. Nous avons pris peut-être un peu de retard par rapport à d'autres pays, et je suis confiante aussi dans le développement de ce genre d'application. Et pour moi, dans le futur, c'est vraiment une nécessité. Est-ce qu'il faudra peut-être passer par des mesures de coercition pour encourager, en tout cas pour contraindre peut-être? Quand je dis coercition, c'est des mesures de réduction de la voiture en ville, des mesures sur le stationnement, sur un péage urbain. Alors, nous sommes en train, Mulhouse, alors je parle de mon expérience en tant qu'élu, en tant que maire, nous sommes en train de mettre en place tout un système qui favorise les mobilités douces. Alors, c'est vrai que nous avons fermé les rues du centre-ville historique, puisque notre centre-ville est historique. Nous allons progressivement fermer les rues. Mais pour pouvoir faire cela, il faut pouvoir assurer évidemment tout ce qui est en termes de parking, de stationnement. Nous réfléchissons beaucoup à l'implantation aussi de bornes électriques, parce que nous croyons aussi qu'il y a d'autres formes de mobilité que la voiture, ou alors la voiture un peu plus propre que la voiture que nous connaissons avec des moteurs thermiques. Donc je pense qu'il y a des enjeux à la fois sur tout ce qui est voirie, sur tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est espace public, transport, déplacement, stationnement. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans sa globalité pour avoir à terme un résultat probant. Florence Level, le MaaS, ça prend ou pas? C'est vrai qu'on a assez peu d'exemples où on voit qu'effectivement le MaaS s'est imposé comme comme un moyen de mobilité populaire et massif. Alors le MaaS, ça prend, mais comme on l'évoquait là tout à l'heure, on a proposé un MaaS qui combine différents modes de transport, qui propose, on l'évoquait tout à l'heure, une tarification, on va dire satisfaisante, intéressante pour l'utilisateur, qui mobilise de l'information en temps réel et qui soit adossé à des enjeux d'infrastructure qui, elles aussi, permettent d'avoir une expérience satisfaisante. On voit bien que, je dirais, l'ampleur de la tâche pour pouvoir proposer au final quelque chose qui soit satisfaisant pour l'utilisateur et qui l'invite à tous les jours, parce qu'on calculera, je dirais, la satisfaction des utilisateurs quand ils reviendront tous les jours dans leur application pour effectivement continuer à se déplacer. On voit bien l'ampleur de la tâche. Malgré tout, on commence à avoir des solutions MaaS. On évoquait dans les villes comme Mulhouse, mais on en voit aussi dans je parlais tout à l'heure de Bonjour RATP. On a plusieurs millions d'utilisateurs qui chaque jour utilisent ces solutions. Donc, effectivement, leurs usages au quotidien ne sont pas nécessairement transformés. Et donc, la logique de report modal, donc du fait d'inciter à transformer ces routines de déplacement vers un autre mode n'est peut-être pas encore complètement garantie et pas encore complètement vérifiée. Mais malgré tout, on voit ces applications de plus en plus être attirer en tout cas des utilisateurs et des usagers qui les utilisent au quotidien. Donc oui, d'une certaine façon, le MaaS fonctionne. Par contre, ce que vous évoquez, et quand vous évoquiez tout à l'heure la satisfaction sur le MaaS, c'est quelle est la finalité de ce MaaS d'un point de vue sociétal? Et est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà en capacité de dire finalement le MaaS va résoudre la problématique, on va dire, des voitures dans les villes ou autres? C'est là que, pour moi, il n'y a pas un MaaS, mais des MaaS. Effectivement, peut-être que dans certains territoires, Madame évoquait tout à l'heure le centre de Paris, ça peut-être demain éviter d'avoir une voiture propriétaire et profiter plutôt d'un bouquet de services de mobilité. Et quand on a besoin d'une voiture, utiliser une voiture libre service ou partagée. Par contre, on sait très bien qu'il y a des territoires où la question n'est pas tant d'abandonner la voiture, mais plutôt d'en avoir un usage qui est probablement plus raisonné ou apaisé qu'aujourd'hui, et de ne pas avoir ce réflexe de j'ai 500 mètres à faire, j'ai 1 kilomètre à faire. Peut-être que je vais avoir une alternative qui va être dans mon territoire de proximité. Et pour autant, je n'abandonnerai peut-être pas nécessairement tout de suite mon véhicule individuel. Est-ce pour autant que ça sonne le glas du MaaS? La coercition quand même ou pas? Je repose la même question qu'à Michel Luz. Est-ce que la coercition, ça peut quand même être un levier pour accélérer l'adoption du MaaS? La coercition, j'en sais rien, mais en tout cas, des réglementations qui aujourd'hui, effectivement, vont peut-être rationaliser l'utilisation de la voiture. De toute façon, on voit effectivement qu'un certain nombre de réglementations aujourd'hui vont dans ce sens. Rationaliser ou contraindre. Guillaume,
La question sur les données et le risque des GAFA, c'est quand même un vrai sujet, ça, pour le MAS. C'est quand même quelque chose qui fait peur aux opérateurs de devenir un jour simplement des gestionnaires d'infrastructures et que l'offre de mobilité soit complètement préemptée par les GAFA. C'est un vrai risque ou pas? Moi, je prendrais le problème un peu différemment. La vraie question qui se pose, c'est de savoir, alors là, pour l'ensemble des acteurs de la mobilité, y compris les opérateurs de masse, où va se situer la valeur et comment on se la partage. Voilà, c'est comme ça qu'on va poser le tableau. À mon sens, aujourd'hui, l'infrastructure a son importance, l'ensemble des providers ont leur importance, mais quelque part, on sent bien que derrière tout ça, la capacité de joindre un mode de transport à un autre, de le faire parler d'un à l'autre, tout ce qu'on va mettre d'intelligence autour de cela, et j'entendais les progrès qui pouvaient être faits sur le sujet, et qui vont être, dans les années à venir, les inducteurs qui vont faire qu'un niveau de service moyen aujourd'hui, ou en tout cas en devenir, sera quelque chose de totalement satisfaisant demain. Cette intelligence-là, c'est clair qu'elle va être dans le traitement de la data, la capacité à tirer de l'enseignement là-dessus. Donc moi, je pense très clairement, alors, les GAFA, pas les GAFA, évidemment, ça vient de manière tout à fait évidente. Moi, je pense, à titre personnel, pour nos pays, nos villes, notre continent, qu'il est important de s'approprier ce genre de service. Je pense que pour les grands providers de services, la RATP en fait partie, il est important plutôt d'agréger les autres que d'être agrégé par d'autres. Et sans faire la guerre aux GAFA, je pense que de manière très claire, ils auront leur part à jouer dedans, mais on se doit, nous, l'ensemble de ces acteurs, se doivent, s'ils veulent être acteurs de la mobilité, d'être des acteurs de l'intelligence de la mobilité de demain. Donc ça se joue vraiment aujourd'hui. Les jeux ne sont pas faits encore. Non, je ne pense pas que les jeux soient faits. Maintenant, je ne pense pas, comme certains, de dire qu'eux, ils ont les GAFA, nous, on a la GDPR. Non, c'est plus compliqué que ça. Et il ne faut pas du tout être angélique. Si on ne prend pas cette place, d'autres la prendront. Donc il faut choisir. Et dernier point, puisqu'on a beaucoup parlé de puissance publique tout à l'heure, quand on est dans le MAS, on est quelque part dans le transport public, d'une certaine manière. Le transport public est un transport subventionné, plus ou moins, mais il est en France, il l'est partout dans le monde. Ça veut dire que si demain on veut développer du MAS, un MAS hors sol, je dirais non subventionné ou non aidé, non accompagné par la puissance publique, a beaucoup de chances de se faire battre par un MAS venu d'ailleurs qui tirera ses revenus d'activités adjacentes. Donc c'est ça qui se joue aujourd'hui, et je pense que nous avons tous intérêt à prendre, je dirais, les rênes de notre mobilité pour demain. Madame Lutz, vous entendez les enjeux qu'il y a quand même pour vous, pour la ville de Mulhouse, à réussir votre projet MAS. Si je me permets, on va passer à la conclusion. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un petit mot de conclusion sur ce projet MAS? C'est quand même d'immenses enjeux pour vous quand même. Oui, et je salue vraiment l'expression de monsieur juste précédemment en disant si ce n'est pas nous qui nous occupons de la thématique des masses, d'autres, à un moment donné, viendront nous prendre cette thématique et la traiteront sans doute moins bien que nous. Alors, en mot de conclusion, je pense que la crédibilité de nos solutions viendra de plusieurs facteurs. Sans doute un accompagnement bienveillant et non contraint, parce que je ne crois pas trop à la contrainte en termes de masse et pour nos usagers, parce qu'on voit bien que quand on impose des choses, s'il y a une contrainte, les gens en général sont relativement frileux, pour ne pas dire opposés. Avoir des informations précises, utiles et facilement accessibles, c'est quelque chose qui est important pour nous élus, pouvoir traiter de la data, mais traiter de façon utile toutes ces datas. Pouvoir passer de façon très pragmatique d'un moyen de transport à un autre en quelques secondes, je pense que c'est vraiment ce que les gens attendent, et je pense que c'est à nous d'expliquer que c'est une facilité au quotidien pour les personnes, et c'est vrai que nous sommes en train de revoir complètement la façon dont les mobilités s'organisent dans nos villes, mais avant de pouvoir dire on a moins de pression de la voiture en ville, offrons d'autres possibilités.
Et ce MAS peut vraiment nous proposer, être là aussi comme un outil pour nous, pour expliquer aux gens qu'il y a des possibilités de mobilité différentes, mais il faut les rendre faciles, flexibles et je dirais facilement évolutives aussi. Il ne faut pas que ce soit un outil qui soit figé, mais un outil qui puisse aussi accompagner l'évolution que nous aurons dans nos villes dans les prochaines années. Florence Level, un mot de conclusion pour cette table ronde? Je souscris complètement à ce que vient de dire Madame. Il y a différentes dimensions dans ce qu'on vient d'évoquer. Nous sommes au début de l'histoire et donc il faut rester. Nous apprenons tous les jours. Nous sommes non seulement en train d'effectivement à la fois de casser des silos entre différents modes de transport et différentes mobilités. Et donc ça suppose d'apprendre à travailler ensemble. On l'évoquait, la question du partage de la valeur est cruciale et donc implique effectivement qu'on soit tous en capacité de travailler, de se mettre autour d'une table pour pouvoir travailler ensemble. Et surtout, et je dirais que la pandémie et le terme les sujets qu'on avait tout à l'heure sur la démobilité prouvent aussi ou le télétravail prouve qu'en fait aujourd'hui on est aussi à l'aube d'une profonde transformation. Et ce qu'apporte le MAS aussi, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est une capacité à avoir une réaction rapide à des changements assez brutaux comme a pu l'être la pandémie, pour pouvoir effectivement rebattre un petit peu les cartes, à la fois en termes de projets de mobilité et à la fois aussi en termes d'usage. Et là aussi, c'est une dimension qui est importante. Donc oui, on est au début de l'histoire. Non, le MAS n'est pas encore aujourd'hui complètement satisfaisant, mais je pense qu'il a vraiment une belle trajectoire devant lui. Guillaume, on est au début de l'histoire ou L'histoire s'accélère. il y a beaucoup d'obstacles? Moi, la réflexion que je peux livrer là, c'est que je pense que le MAS est une technologie qui va, de manière assez contre-intuitive, s'imposer non pas par sa supériorité en termes de service, mais par la réglementation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tendances lourdes, je dirais, de sortir la voiture de ville, de limiter les places de parking, et ça c'est partout dans le monde. C'est pas je dirais de piétonisation en ZFE. La voiture sera de moins en moins facile à vivre en ville. Et ces gens-là, à un moment, on va les rabattre vers quelque chose. C'est un mouvement sociétal profond qui s'accompagnera d'un impact environnemental beaucoup plus léger. Donc c'est positif. Mais ces gens-là, à ce moment-là, il faudra leur donner quelque chose. Il faudra qu'ils aient des solutions. Et ça sera en grande partie, puisqu'on ne va pas construire des lignes de métro partout, parce que les infrastructures coûtent cher, ça sera dans l'amélioration, l'augmentation du rendement et de la facilité d'usage de ce qui existe déjà. Et donc à ce moment-là, il faudra justement qu'il y ait des solutions digitales, éprouvées, efficaces, qui seront capables de prendre le relais en termes de qualité de service et qui seront des solutions normales pour des gens qui petit à petit abandonneront la voiture en ville et en périphérie. Donc est-ce qu'on a le temps ? Ça dépend du régulateur, mais je pense que cette technologie du MAS s'inscrit totalement dans un changement de mentalité et un changement réglementaire qui est devant nous et dont on connaît la roadmap. Donc c'est une adoption par la contrainte réglementaire, pas tellement par enthousiasme, j'adhère complètement à ce... Je pense que c'est une des réponses pour le consommateur aux contraintes d'un monde qui vient. D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup pour ces échanges. C'est la fin de cette table ronde. Merci beaucoup.